chez nous, assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et l'apaisement, la miséricorde soient sur vous. Mais je pense qu'après une journée telle que vous venez de la passer, l'apaisement est au rendez-vous, Inch'Allah. Je vous le souhaite à tous. Alors, tout d'abord, merci. Merci infiniment d'être là par un dimanche ensoleillé, qui n'est vraiment pas facile. Merci infiniment à toute l'équipe, réellement à toute l'équipe, et particulièrement au docteur Khalsi, qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave, qui m'a invité et pour qui je voue réellement un énorme respect. Vraiment, merci à toi, cher docteur, pour tout. C'est un honneur, réellement un honneur, une fierté et un privilège pour moi d'être ici et surtout de m'associer à cette belle initiative. Merci encore. Pour tout vous dire, en fait, j'étais sur Tanger pour un salon de l'orientation, salon de l'éducation, et j'ai raccourci mon voyage réellement pour être parmi vous ce soir. C'est dire l'estime réellement et le soutien que je voue à cette merveilleuse équipe qui est l'équipe de l'IRTH. Puisse-t-elle prospérer, réellement se développer à la hauteur de leur investissement au quotidien. Un investissement dont je suis témoin également au quotidien. Merci encore à eux. Alors, qui suis-je? Linda Benjafer, psychologue. Je suis ravie de partager avec vous mon humble expérience ce soir. De quoi je voudrais vous parler? Je voudrais vraiment vous parler de ce que je vis dans mon cabinet depuis quelques années maintenant. Donc oui, je suis clinicienne, je m'occupe d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes, psychopatho de l'enfant, de l'ado et de l'adulte depuis quelques années maintenant. J'ai aussi eu la chance de travailler à l'Éducation nationale. C'était réellement une chance pendant plus de 23 ans. En tant que conseillère d'orientation psychologue, et effectivement, j'y ai vu beaucoup de choses qui m'ont frappée, qu'on va essayer de développer un petit peu aujourd'hui. Et de par toutes ces années d'expérience, et c'est vraiment ce dont je voulais partager avec vous, je me suis rendu compte et j'ai fait le constat réellement que tant de mal-être, tant de somatisation, tant de dépression, qui puissent toucher l'homme comme la femme, mon constat a été qu'effectivement tout ce mal-être avait une source, une première source, qui était la non-connaissance de son mode de fonctionnement psychique, de ses spécificités psychiques. Et au-delà de ça, la non-connaissance de ces blessures narcissiques, bien entendu, qui pourtant nous ont forgés tout le long de ces années-là. Et ne pas savoir, ne pas connaître, ne pas prendre conscience de d'où l'on vient, de qui l'on est aujourd'hui, effectivement, nous emmène vers des pensées négatives, vers une pathologisation de notre être et peut-être vers aussi une pensée et une vision de nous-mêmes qui peut être totalement erronée. Totalement erronée, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui viennent nous voir, nous les psys, arrivent avec ce constat amer qu'ils sont probablement fous ou folles, ou simplement... j'ai beaucoup aussi de jeunes gens qui me disent « mais moi j'ai l'impression d'être un E.T., un extraterrestre. J'ai réellement l'impression de ne pas avoir ma place dans ce monde. » Et confrontés au regard inquisiteur de l'autre, de l'altérité, qui leur renvoie effectivement qu'ils peuvent faire partie très probablement de la folie, des gens dits anormaux. Tant qu'ils ont ce regard négatif sur eux-mêmes, effectivement, ils ne peuvent pas avancer. Et le but de la thérapie, justement, c'est peut-être avant toute chose de pouvoir poser des mots sur leurs mots. Poser des mots MOTS sur leurs mots MAUX pour qu'ils puissent réellement, nos patients, mettre la lumière. Mettre la lumière est le début, à mon sens, d'une libération, d'une pensée limitante et d'une vision totalement erronée de nous-mêmes. Et mettre la lumière, je dis, c'est le début. Pourquoi le début? Parce que ça ne suffit pas. C'est fondamental, mettre la lumière sur qui nous sommes, sur qu'est-ce qui nous compose, qu'est-ce qui nous caractérise, d'où nous venons, qui nous sommes aujourd'hui, quelle est la spécificité de mon mode de fonctionnement quand il y en a un. Mais le deuxième, à mon sens, la suite de la prise en charge, après la prise de conscience, c'est l'acceptation. Et on va en parler tout le long, Inch'Allah, de la conférence, l'acceptation de qui nous sommes pour pouvoir nous libérer de nos mots MAUX.
rien qu'en posant des mots MOTS. Et donc, je voudrais commencer, peut-être, allez, par partager avec vous une anecdote. L'anecdote, c'est simplement, effectivement, je vous disais en début que j'étais sur Tanger, et il s'est passé une chose à Tanger, c'est que c'était un salon de l'éducation qui a été préparé 1 an en amont, en fait, pendant 1 année. Nous étions plus de 17 intervenants, et il y avait des gens de partout dans le monde, hein, qui venaient vraiment des États-Unis, comme de Chine, comme de... C'était vraiment merveilleux, de Palestine, enfin vraiment des experts en éducation. C'était d'une richesse intense. Et normalement, nous devions avoir 3 journées entières de colloques, tout simplement, pour pouvoir un petit peu présenter les systèmes éducatifs à travers le monde et puis trouver un petit peu comment faire pour améliorer tout cela. Et nous descendons de l'avion pratiquement tous ensemble. C'était jeudi soir, parce que ça devait commencer vendredi. Et on nous annonce là, dans l'aéroport, que le colloque est annulé. Le colloque est annulé alors que nous étions plus de 17 et que vraiment une préparation en amont, des sommes vraiment colossales, des pertes colossales malheureusement. Et c'est dans ce sens qu'on s'est rendu compte tout le long de ces journées-là à quel point derrière chaque épreuve, parce qu'on l'a réellement vécu comme une épreuve, parce qu'on était vraiment là pour cela et on n'a pas pu... Derrière chaque épreuve, il y a une sagesse. Il faut simplement, je pense, prendre le temps de se poser. On s'est dit tous ensemble, mais quelle est la sagesse de cette annulation? Et effectivement, tout le long de ces 3 jours-là, on a réellement appris à se connaître, à s'entreconnaître, à développer vraiment déjà dans nos têtes de très belles initiatives pour le futur. Et on s'est dit, mais on n'aurait jamais fait d'aussi belles rencontres, avec d'aussi belles personnes s'il n'y aurait pas eu cette annulation. Et je pense que faire un pas de côté et essayer dans chacune de nos épreuves, réellement de se poser, de se dire, mais que veut dire cette épreuve? Qu'est-ce qui se passe et comment je peux faire pour en retirer le meilleur? Et nous étions les 17 intervenants. Vraiment, on a eu beaucoup de mal, alors qu'on ne se connaissait pas 3 jours avant, beaucoup de mal à se quitter, avec vraiment les larmes aux yeux, parce que c'était des rencontres très très fortes. Et des belles personnes, j'en ai rencontrées aujourd'hui, réellement, des belles rencontres aussi. Et vraiment, j'en suis très très fière. Donc tout ça, c'était juste une anecdote pour vous dire que derrière chaque mal se cache un bien. Ça, vraiment, soyez-en persuadés. Alors, je vous parle de la prise de conscience, de la connaissance, et je ne peux pas parler de connaissance et de prise de conscience sans parler de Socrate. Socrate nous disait « L'ignorance est la cause de tous les maux ». Mais il disait aussi « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien et que je cherche toujours à savoir ». D'accord? Je pense qu'il a entièrement raison. Le fameux « connais-toi toi-même », car se connaître, c'est connaître l'humanité. Le travail sur soi est un laboratoire d'humanité. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller se chercher au fin fond de nous-mêmes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui agit en moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce mode de fonctionnement-là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas du tout aujourd'hui à gérer ma colère? Qu'est-ce qui fait que lorsque quelqu'un me parle de tel ou tel thème ou une thématique ou de telle ou telle chose, je me sens frustrée? Qu'est-ce que ça fait écho? Comment ça fait écho en moi et qu'est-ce que ça me rappelle? Et ça, je pense que nous ne le faisons pas assez. Nous ne mettons pas assez ce fameux de pas de côté pour essayer de comprendre et d'analyser au quotidien. Et toutes les fameuses traditions depuis l'Antiquité à aujourd'hui, et toutes les spiritualités nous poussent réellement et nous exhortent même parfois, souvent, à nous faire comprendre, à nous faire prendre conscience d'eux. Pour ne citer que la spiritualité musulmane, mais on la retrouve dans toutes les spiritualités, les paroles divines qui nous disent « Oh, vous qui êtes doués d'intelligence, ne voyez-vous pas, ne comprenez-vous pas, n'analysez-vous pas ?» Essayez, vous ne vous souvenez pas, c'est pas moins de 800 fois dans les paroles divines, il est dit, vous avez une intelligence, mettez des mots sur ce qui vous arrive, des mots sur des mots et des mots sur votre vie. Et je pense que c'est exactement la base et le début de la libération, parce qu'on arrive à mettre des mots et à être conscient de qu'est-ce qui nous habite, encore une fois. Je pense que c'est réellement fondamental. Et un jour, je lisais un livre, vraiment pas plus tard que la semaine dernière, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, donc je vous l'ai écrite.
Alors, un auteur qui disait « C'est en raison d'un déficit de connaissance de l'histoire que l'homme se raconte des histoires et finit par en faire. » Réellement. Je ne sais plus l'auteur, hein, je l'ai lu, mais alors je ne sais plus du tout l'auteur. Mais c'est tellement, je pense que c'est réellement tellement vrai, parce qu'on est dans un déficit de connaissance de soi, qu'il est difficile qu'on arrive à se raconter des histoires. La personne qui arrive, mais moi je suis complètement folle, je suis complètement fou, il arrive à s'interpréter négativement parce qu'il n'a pas pu mettre de mots sur sa propre histoire, d'où il vient, ce qui fait qu'effectivement il arrive à se raconter des histoires et à penser qu'il est fou ou qu'elle est folle. Porter un regard lucide et bienveillant sur son passé, c'est se donner les moyens, assurément, d'appréhender son avenir avec sérénité. De par l'acceptation de ce qui nous constitue, nous assurons assurément un avenir bien moins anxiogène. Et c'est réellement ce que j'arrive à constater au quotidien, et c'est pour ça que je voudrais partager ça avec vous, au quotidien dans mon cabinet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on a mis cette lumière sur son passé, cette lumière sur son mode de fonctionnement, c'est ainsi qu'on va pouvoir, bien entendu par l'acceptation, réellement se libérer et enfin vivre sa vie tout simplement. Alors la qualité, ça, je ne vais rien apprendre à personne, mais le rappel est bon et je voudrais juste vous le rappeler, combien la qualité de notre relation aux autres dépend intrinsèquement de la relation que nous avons à nous-mêmes. Mais pour avoir une bonne relation à soi-même, il faut d'abord se connaître davantage. Sans estime de soi, on ne peut estimer les autres, bien entendu, et ça vous le savez. Sans respect de soi, point de respect aux autres, et sans amour de soi, point d'amour aux autres. Et c'est vrai que je reçois au quotidien des gens qui souffrent énormément, soit du célibat, ou qui souffrent de se sentir mal aimés, tout simplement. Mais l'important est de comprendre, c'est que si tu ne t'aimes pas, il va être difficile de pouvoir t'offrir à l'autre et de pouvoir aimer l'autre, et être aimé en retour. Donc la première des choses, c'est effectivement s'aimer, mais au-delà de s'aimer soi, c'est peut-être aussi aimer son corps. Et toutes ces interventions sont juste merveilleuses. Depuis tout ce que j'entends ce matin, on parlait effectivement de faire du sport, oui, de se réapproprier son corps. Parce que beaucoup de gens en souffrance psychique ont de toutes les façons, plus de 99%, ont cette méconnaissance de soi, certes, mais aussi ont quelque part divorcé de leur corps. Ils sont tellement dans le mental qu'ils en ont oublié d'habiter leur corps. Et donc, par des techniques de relaxation, de méditation, on arrive petit à petit, de sophrologie, hein, vous les connaissez toutes très bien maintenant, on arrive à se réapproprier son corps. Et réapproprier son corps, c'est réellement pouvoir l'écouter, l'entendre, pour qu'il ne dysfonctionne pas et pour qu'il ne somatise pas. Donc, beaucoup d'entre mes patients qui souffrent réellement ont ce déficit et ont ce problème d'être dans ce mental-là et d'en oublier leur propre corps. C'est vraiment très très important de le savoir. Donc comment s'aimer? Bien sûr, par l'amour que l'on reçoit dès notre tendre enfance, avec le message que nous avons et que nous lisons dans les yeux de nos parents qui nous disent « nous sommes dignes d'être aimés ». Mais un désamour à l'enfance, et voilà pourquoi on arrive à un mal-être aujourd'hui, très très souvent, simplement parce qu'une blessure narcissique qui n'a pas été dite et qui n'a pas été pensée, mais elle peut toujours être rectifiée par d'autres expériences. Et là, réellement, la physique quantique, hein, on en a parlé, est là pour nous dire à quel point chacune de nos pensées, chacune de nos intentions, je lisais encore la semaine dernière sur Cerveau et Psycho, un magazine qui nous parlait vraiment d'une dernière expérience en physique quantique, qui nous parlait du pouvoir de l'intention. Et merci, ma chère sœur, d'avoir fait tout un atelier sur le pouvoir de l'intention, Mashallah, avec Karima. L'intention, niya en arabe, l'intention arrive à forger et à changer la structure même d'une cellule. C'est juste ahurissant de comprendre qu'effectivement, on peut être, et nous sommes le jardinier de notre bonheur et de nos pensées, comme nous pouvons être réellement le jardinier de nos pensées négatives, le constructeur de notre malheur et le constructeur de notre bonheur, rien que par la pensée. La pensée est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, hein, ce qui est important, et on sait ça depuis 5 années à peu près en neurosciences. Ce qui est important de comprendre, c'est que malgré tous les mots MAUX qu'on a pu avoir dans l'enfance, toutes les maltraitances, tout le dénigrement qu'on a pu avoir, et Dieu sait que j'ai beaucoup de patients malheureusement qui ont subi cela, il est toujours possible à tout moment, grâce à la plasticité neuronale, de tout changer, de faire en sorte de créer des nouveaux chemins au niveau des neurones,
qui vont être là pour effectivement faire qu'on puisse voir la vie autrement et qu'on puisse investir la vie différemment, à tout âge et à tout moment. Il suffit réellement de le désirer ardemment et de faire un travail. Donc, par des proches aimants, une thérapie, etc. Et là, je vous ai juste mis ce petit schéma qui nous montre quoi? Qui est plein de positivité, qui est plein d'espoir. C'est un schéma qui nous prouve, en fait, simplement, c'est l'état du bonheur. Le bonheur, nous sommes heureux pour 50%. C'est-à-dire que pour 50%, notre bonheur est régi par la génétique. Donc il y a des gens sur Terre qui sont plus ou moins faits, qui sont plus ou moins créés pour être heureux ou pas heureux. C'est-à-dire que le patrimoine génétique va déterminer, mais pour 50% seulement. D'accord ? Pour 10%, sont les conditions de vie. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a pu atteindre, notre mariage, nos diplômes, la richesse, pas la richesse, notre CSP, etc. Pour 10%. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il nous reste 40% sur lesquels nous pouvons agir au quotidien. Et c'est énorme. Et c'est énorme, 40% sur lesquels nous pouvons agir au quotidien pour être heureux, pour atteindre ce fameux bonheur. Alors, alors je ne sais pas comment appeler ça, mais je l'ai affiché en grand dans mon bureau. Yesterday is an history, tomorrow is a mystery. Je ne vous le traduis pas, bien entendu, vous êtes tous très forts en anglais. But today is a gift. Chaque fois que le passé vous torture ou que le moment présent vous déçoit, n'oubliez jamais, l'avenir est encore vierge de vos empreintes puisqu'il reste à venir. Je pense que c'est un vrai message d'espoir et qu'il est important de le lire, important de l'ancrer, important d'y croire. On a parlé de croyances tout à l'heure. Encore une fois, les croyances et l'intention arrivent à changer tout le système neuronal. Yesterday is a mystery, on est d'accord? Tomorrow is a mystery? Yeah. But today is... Et en français, c'est tellement bien dit. Le présent est un présent, est un cadeau. Donc le mindfulness, vous avez dû en parler peut-être ce matin, est là pour montrer effectivement à quel point être dans l'instant présent, c'est effectivement être dans... Je savoure chaque instant, c'est ça le bonheur. Le bonheur est là en fait, à chaque instant. On va en reparler. Alors, se connaître à mon sens, et ça vraiment j'en ai déduit de mon humble expérience de plusieurs années maintenant, se connaître à mon sens c'est l'exploration de deux volets, deux mondes à appréhender. Première chose, comprendre d'où l'on vient, les blessures de mes passés. Fondamentalement, comprendre d'où l'on vient pour pouvoir comprendre où l'on va. Si je ne sais pas d'où je viens, j'ai du mal à savoir où je vais. Et des gens arrivent en thérapie totalement perdus, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas où je vais, toutes les portes sont fermées, je ne comprends pas. Oui, mais vous ne vous êtes pas encore réconciliés, vous n'avez pas fait le deuil, vous n'avez pas pensé vos plaies du passé, comment effectivement appréhender un futur, puisque vous êtes encore dans le passé. Et ensuite, secondo, comprendre qui l'on est et comment l'on fonctionne, encore une fois, psychiquement, cognitivement, émotionnellement et affectivement. Et c'est réellement le travail thérapeutique. Alors, se connaître, juste pour résumer, c'est savoir où l'on va, connaître son mode de fonctionnement, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, connaître son mode de fonctionnement pour pouvoir atteindre... Alors, c'est une image que vous connaissez probablement. L'important dans la vie, c'est de quelle manière tu te perçois. D'accord? Donc le petit chat qui se voit en lion. Et là, spéciale dédicace aux enfants. Et pourquoi je veux en parler aujourd'hui? Donc, pour revenir dans le passé de mes patients, parce que je vois au quotidien beaucoup trop d'adultes qui ne s'autorisent pas à être heureux, qui ne s'autorisent pas à vivre correctement simplement parce qu'ils ont eu une enfance totalement dénigrante. Ils ont été dénigrés, ils ont été humiliés, en tous les cas, une enfance délétère où ils n'ont pas pu construire leur estime de soi. Et donc, je dédicace ça aux enfants devenus adultes qui souffrent d'avoir eu des parents toxiques. Le mot est fort, le mot est très très fort, donc j'aurais dû le mettre entre guillemets, il est presque entre guillemets. Mais malheureusement, parfois, et même très souvent, en tous les cas, dans ce que... Bien sûr, j'ai le biais de ma consultation, je ne vois que les gens qui vont mal, mais parmi les gens qui vont mal, beaucoup d'entre eux, et beaucoup trop à mon sens, proviennent d'une éducation qui a été maltraitante, ne serait-ce que psychologiquement. Donc nombreux sont les enfants de familles dysfonctionnelles qui, une fois devenus adultes, ne savent pas mettre le doigt sur la cause de leurs problèmes. Et le but du thérapeute, quel qu'il soit, est, je pense, de pouvoir mettre le doigt pour pouvoir s'affranchir de cette emprise qui parfois dure même à l'âge adulte. Donc les parents toxiques, juste une
peut-être une définition, sont des parents qui créent... Alors, parents, comprenez parents au sens large, c'est-à-dire parents, éducateurs, grands-parents, ça peut être les grands frères et sœurs également, pas parents stricts, d'accord, de la famille cellulaire, mais ça peut être vraiment dans la famille élargie. Ce sont des parents, vous avez vu, là j'ai bien mis entre guillemets, qui créent de façon inconsciente une relation de dépendance de leur enfant vis-à-vis d'eux, en l'enchaînant psychologiquement et en l'empêchant d'exister comme un être à part entière. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez m'interrompre à tout moment. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, allez-y. Si je peux me permettre. Non, je ne peux pas me permettre, pardon. D'accord. Parce que j'aime l'interactivité, j'aime le débat, et je ne sais pas si après, effectivement, ça va être possible. Bon. C'est difficile. D'accord. Et limité, pardon. Désolée, cher docteur. Alors, pourquoi parler de l'éventuelle toxicité? Pourquoi en parler? Tout simplement pour une invitation à la réflexion, encore une fois, à la mise en lumière sur le niveau de dépendance enfant-parent, qui d'une part devrait inciter chaque enfant à s'interroger sur le vrai but de son existence, et qui d'autre part devrait attirer l'attention de ses parents toxiques, qui se confortent malheureusement dans le rôle de dominateur parfois, bien souvent. Donc voilà, là, je pense que vous l'avez compris, il est essentiel de prendre conscience des connexions, etc., et des croyances erronées. On a parlé de croyances tout à l'heure, des pensées limitantes qu'on peut avoir, des sentiments négatifs et des comportements autodestructeurs. Toujours, encore une fois, la mise en lumière et la prise de conscience. Donc l'indépendance émotionnelle n'implique pas qu'on se sépare de ses fameux parents, mais c'est quand on se sent libre d'avoir ses propres convictions, alors que beaucoup d'adultes ne s'autorisent pas, ne sont pas dans cette autorisation-là, séparés de ceux de ses parents, qu'on est un être qui se définit lui-même, donc autonome, etc. L'autonomie doit avoir une certaine souplesse. Nous devons trouver un équilibre entre notre intérêt et le respect des sentiments d'autrui. Ses propres responsabilités là-dessus, tout en remettant les responsabilités à leur place. L'adulte est responsable de devenir un individu. Et donc nous, en travail thérapeutique, nous allons tenter de l'autoriser, à ce qu'il s'autorise lui-même à pouvoir s'affranchir de ses responsabilités, peut-être avant toute chose, en faisant en sorte, puisque beaucoup de patients qui vont mal arrivent réellement à être en pleine culpabilité, arrive à se culpabiliser. Je dis toujours, la culpabilité est un boulet de canon que l'on traîne et qui nous empêche d'avancer. Donc au-delà de la culpabilité, se sentir responsable, certes, mais sûrement pas coupable. Et c'est ça, juste par ces mots-là, les définir, essayer de comprendre quelle est la différence entre la responsabilité et la culpabilité, arrive déjà à faire que l'être humain s'autorise en tous les cas et respire davantage et vit un petit peu plus sainement. Donc, alors ça, c'est une recherche très très récente à Montréal sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est réellement l'influence de l'environnement sur l'être humain, sur ses cellules. Et nous avons démontré que les mères stressées, insensibles à leur enfant, sont souvent assez dures à leur égard. De plus, nos plus récents résultats montrent que cet effet peut se transmettre aux prochaines générations. Faire en sorte que nos mamans soient heureuses devrait être une priorité. Parler de l'éducation. Donc je pense qu'effectivement, choisir de guérir nos blessures du passé, donc là nous sommes encore dans le passé, nous ne sommes pas arrivés encore au présent, c'est éviter à nos enfants et aux générations suivantes d'avoir à les porter. Vous êtes d'accord? Merci. Les relations humaines sont capitales. Une grande partie de notre cerveau est dévolue aux relations sociales. D'accord? Donc le social, le cognitif et l'affectif, qui est complètement à l'intérieur. Et donc le but, effectivement, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui régit tout ça. Où est-ce que j'en suis du côté cognitif, mais où est-ce que j'en suis affectivement parlant? Vous savez, j'ai lu aussi très très récemment les neurosciences pour le développement de l'enfant viennent de prouver que tout ce système limbique-là, notamment l'amygdale et l'hippocampe, arrive à être totalement atrophié chez un enfant, chez un adulte qui, enfant, a subi des sévices corporels. Ça a été prouvé scientifiquement depuis 4-5 ans maintenant en neurosciences. Atrophie totale de l'hippocampe et de l'amygdale, donc effet physiologique dans le cerveau sur tout ce système limbique-là chez des adultes qui vont mal, qui tombent en dépression, donc IRM, tout ce qu'on peut faire au niveau du cerveau pour essayer de voir ce qui se passe, et atrophie totale. Je veux dire, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc c'est important de le comprendre et de le savoir. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, je pense, c'est quelles sont mes capacités émotionnelles. Où
j'en suis avec ce que j'appelle le quotient émotionnel. Et encore une fois, plusieurs études scientifiques nous prouvent aujourd'hui que ce n'est absolument pas le quotient intellectuel qui prime dans le fait de pouvoir s'insérer, d'avoir de bonnes relations et d'être heureux tout simplement. C'est avant tout le quotient émotionnel. Et qu'est-ce que le quotient émotionnel? Le quotient émotionnel, c'est avoir une capacité à comprendre, à reconnaître, à ressentir, à vivre, à réguler ses propres émotions, mais aussi les émotions des autres. Et une étude encore au Canada qui a duré plus d'11 ans, hein, un suivi de cohorte qui a fait, effectivement, qui a prouvé ce que je viens de vous dire là, qui a suivi des enfants de 5e, 2e année collège jusqu'à leur insertion professionnelle, et on s'est rendu compte, effectivement, ce n'était absolument pas les enfants qui avaient un haut quotient intellectuel qui arrivaient à être heureux, tout simplement, mais vraiment, les enfants, hein, avec un suivi de cohorte, c'est pas du tout évident, de 11 années, les enfants qui arrivaient simplement à poser des mots sur leurs émotions, à les décrire et à comprendre un petit peu, à lire l'émotion de l'autre pour pouvoir s'ajuster à l'autre. C'est la garantie du bonheur. Donc exprimer ses émotions, et ça c'est encore les neurosciences qui nous le prouvent, hein, l'expression des émotions est fondamentalement bénéfique car elle apaise et régule notre cerveau émotionnel. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on posait des mots, hein, donc quand je parle de prise de conscience, je parle de poser des mots sur des mots, c'est avant toute chose poser des mots. Et donc dire à nos enfants, peut-être avant toute chose, leur dire mais quand ils sont en crise, quand ça ne va pas, est-ce que tu peux me décrire, bien entendu pas pendant la crise, après, mais leur laisser cet espace de parole pour qu'ils puissent réellement décrire leur état. Décrire leur état, c'est dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Et le fait de le dire va faire qu'effectivement déjà, ça va apaiser totalement la colère, la tristesse et que sais-je. Le fait de pouvoir mettre des mots dessus. Donc, elle est fondamentale pour bien vivre, hein, cette connexion à nos émotions, pour se connaître, pour faire des choix de vie qui nous correspondent. Donc, l'expression de ces émotions-là, et je pense réellement que nous n'avons pas appris à nous exprimer. Alors, absolument pas, personne ne nous a appris réellement à exprimer nos émotions. Il faut aller chez le psy pour pouvoir les exprimer. C'est dommage. Avant d'arriver au psy, apprenez simplement à vous le dire à vous-même, à dire à vos proches, mais voilà, là, je ne me sens pas bien. Là, réellement, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Le fait déjà de pouvoir l'exprimer, ce que personne ne nous apprend à faire malheureusement, c'est déjà être certain qu'au niveau du cerveau, le taux de cortisol et de stress va totalement chuter, rien que parce qu'on a pu mettre des mots dessus, on a pu l'exprimer. Donc l'importance de cette expression-là, comme étant le début de la libération. Donc, apaisement considérable de la sécrétion de l'hormone du stress, hein, comme je viens de dire, cortisol et adrénaline, par l'amygdale cérébrale, le siège de la sécrétion d'hormones. Il faut pouvoir dire et exprimer ce qu'on le ressent lorsque nous sommes tristes, anxieux, en colère pour réguler notre stress. Être capable de nommer nos ressentis calme le centre de la peur, encore une fois, prouvé par les neurosciences, ce qui modifie son impact émotionnel. Je vais aller vite parce qu'il reste quoi, 3 minutes? Alors là, je voulais juste vous parler de connaître son mode de fonctionnement. Je reçois énormément d'adultes en grande souffrance parce qu'ils ne savent pas tout simplement qu'ils ont un mode spécifique de fonctionnement. Que ce soit un trouble de l'apprentissage, que ce soit un 10 quelque chose, ils ont grandi avec, ils ont mis des stratégies de réussite en place pour pouvoir y arriver, mais ils ne le savent pas, donc une mésestime de soi, ça a généré une mésestime de soi, mais surtout, et c'est pour ça que je me suis un peu spécialisée et que je suis en train de développer une thèse là-dessus, sur le haut potentiel ou l'adulte surdoué. Donc on les appelle surdoués, précoces, peu importe. Mais il est important de comprendre, bon peu importe, c'est vraiment pour les enfants, il faut comprendre qu'il y a 3 spécificités du surdoué. C'est-à-dire qu'il est hypersensible, il a une pensée en arborescence et il a en même temps une puissance de la pensée. C'est-à-dire qu'avoir une seule spécificité, voire 2, ne fait pas de lui un précoce. Mais à partir du moment où on arrive à poser ensemble en thérapie un diagnostic sur cette précocité, je peux vous assurer qu'on arrête les antidépresseurs, que la dépression arrive totalement à s'envoler parce que enfin, je sais pourquoi je suis différent. D'où l'importance de savoir et de se connaître pour ne pas tomber dans réellement une image totalement négative de soi. Et j'ai un livre que je vous conseille pour essayer de comprendre un petit peu votre mode de fonctionnement si vous pensez l'être, c'est « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Et
Au-delà de ça, une jeune fille de 19 ans vient de sortir un livre magnifique qui s'appelle Tiana, elle s'appelle Tiana, Je suis un zèbre, où réellement elle arrive à parler de son parcours totalement chaotique, où elle s'est retrouvée avec une tentative de suicide, de la scarification, en psychiatrie, internée et jugée de diagnostiquée schizophrène alors qu'elle ne l'est absolument pas. Vous savez le nombre d'adultes aujourd'hui qui sont sous antipsychotiques depuis plus de 30 ans, alors que réellement on arrive tout simplement aujourd'hui à détecter quoi? Juste une précocité. Juste une précocité. Et qui sont tombés pendant tant d'années, alors qu'avec la lecture de ce livre, mais il parle de moi. Alors qu'il n'était pas du tout question de structure psychique psychotique, en fait. C'est vraiment... C'est pour ça que je pense réellement que la détection précoce de la précocité est fondamentale. De la précocité, mais de tout autre mode de fonctionnement. Essayez réellement de comprendre qui l'on est pour pouvoir, bien entendu, s'accepter, parce que, par exemple, dans la précocité, c'est quand même que 2,2% de la population mondiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98% face à vous sont différents de vous, ne vous comprendront pas, voire vous rejetteront. Mais le savoir, c'est déjà en soi ne pas se traiter de folle ou de fou. C'est vraiment très très important parce que... Pardon? C'est surtout à partir de 0,47 que ça devient difficile pour l'intégration et ça correspond C'est vrai. à 1000 et pas pour 100. De 147, vous dites? C'est pas 2%, c'est un pour 1000. 0,47. C'est 2,2% de la population. Non, 2,2%, ça correspond à un QI de 132, c'est-à-dire... De 130. 132 pour les adultes uniquement. C'est-à-dire, il n'y a pas de trouble, comme le disaient très bien les grands spécialistes de cette question, il n'y a pas de trouble avant 145 d'intégration sociale. C'est ça. Et 145, Bien sûr. on ne parle pas du 2%, on parle du 0,47. Ça, d'accord. À partir de 145, on est à 0,47. Je suis tout à fait d'accord, absolument. Mais moi, je parle à partir du 130, puisque c'est la limite au surdouement. Et là, on est... Pardon ? Il n'y a pas de problème. Je suis absolument d'accord avec vous. Je n'ai pas de temps, sinon on aurait développé ça volontiers. Mais effectivement, plus on s'éloigne de la courbe de Gauss, plus l'intégration relationnelle est très compliquée parce que le quotient émotionnel, on a énormément du mal. Et puis il y a une comorbidité avec une association d'autres troubles, peu importe lesquels. 20% d'entre eux ont des troubles de l'apprentissage. Je voulais terminer sur quelque chose de positif. Mais j'ai encore combien de temps? Juste la conclusion. Juste ma conclusion. Alors voilà. Cultivons le silence, ça on en a assez parlé, apprenons à savourer les choses. Plus nous voyons les cadeaux de la vie, plus ils viennent à nous, plus nous percevons le positif de l'existence, plus la vie nous semble belle et lumineuse. Le mindfulness, on en a parlé peut-être aujourd'hui déjà. Voilà une très belle définition de la mindfulness, de la pleine conscience. N'est pas de faire plus attention, mais de faire attention différemment, avec plus de sagesse, avec notre esprit tout entier, notre cœur, en nous servant de toutes les ressources de notre corps. Voilà, donc je voulais vous parler de la gratitude, je n'ai plus le temps, un petit peu vous donner des choses de comment faire pour pouvoir être grateful, c'est-à-dire des outils de gratitude, mais on en reparlera peut-être en... Et puis avant toute chose, très probablement connaître sa valeur. Des gens qui arrivent en thérapie ne connaissent absolument pas leur valeur. Mais pas du tout. En arabe on dit qima, ne savent absolument pas qui ils sont, ne connaissent pas leurs compétences, ni encore moins leur mode de fonctionnement. Donc apprenez à vos enfants et apprenez vous-même à visualiser votre propre valeur. Merci à vous. C'est notre information,